Bonjour à toutes et à tous. Il est maintenant 14 heures. Nous allons commencer notre webinaire. Je me présente, je suis Emeline Maillet, chargée de projet à la Coréa Nouvelle-Aquitaine. Et donc, je suis ravie de pouvoir animer ce webinaire et je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent à ce rendez-vous de la Coréade sur le thème de la prévention fondée sur les preuves. Et donc, je tenais à remercier donc grandement Madame Cambon, qui est l'intervenante de ce webinaire, qui est titulaire de la chaire de prévention ISPED, d'avoir accepté notre invitation pour nous partager son expertise à l'occasion de ce webinaire. Maintenant, vous en avez l'habitude, mais quelques règles concernant le fonctionnement de ce webinaire. Ça s'organisera autour de 3 temps. On débutera par la présentation de Madame Cambon pendant environ 1 heure. Ensuite, on vous proposera une pause de 10 minutes durant laquelle on vous demandera de répondre à un très court sondage en direct, hein. C'est pour toujours améliorer nos webinaires. Et enfin, on terminera par un temps de questions-réponses. Ce webinaire, on est en format webinaire, donc vos sons sont automatiquement coupés et vous ne pourrez pas intervenir oralement. C'est pour cela qu'on vous invite à poser vos questions via le chat. Donc, c'est la petite icône, la petite bulle en bas de vos écrans. Et donc, ce chat va vous permettre de poser vos questions durant l'intervention. Et mes collègues et moi-même, on fera une synthèse de vos questions pour pouvoir les poser par la suite pendant le temps de questions-réponses. Alors, pour votre information, ce rendez-vous, il est enregistré et cette vidéo sera mise sur le site de la Coréade dans la rubrique replay, où elle sera visible à tout moment. Et donc, dernière information avant de débuter de ce webinaire, si vous souhaitez être informé de l'ensemble de nos formations, de nos actualités, on vous invite à vous inscrire gratuitement à notre newsletter. On vous rappelle également que nous organisons un colloque Tabakit chaque année et celui-ci se tiendra le 19 mars prochain à Angoulême et les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également adhérer à la Coréade à titre individuel et la cotisation est annuelle et de 10 euros. Et normalement, toutes ces informations, tous les liens vont apparaître dans le chat. On va donc pouvoir commencer ce webinaire. Je vais donc laisser la parole à Madame Cambon et je vous souhaite une agréable séance et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir invité à animer ce webinaire sur la question des données probantes ou plus globalement des preuves en matière de prévention. Je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que je peux avoir un retour sur l'image que vous voyez pour être sûr que tout va C'est bien? bon, on Ok, voit, c'est on voit parfait. bien. Parfait. Hop, ça défile. C'est bon. Ok, parfait. Alors, j'ai envie de vous parler de cette question-là, de la prévention fondée sur les données probantes ou sur les preuves, c'est à peu de choses près la même chose, à travers un certain nombre d'enjeux, de vigilance, de mise en contexte en fait de cette question des données probantes. Et je vais aborder les choses de cette manière. Tout d'abord, vous présenter l'enjeu de l'utilisation des données probantes en santé publique plus largement et en prévention, évidemment, et mes exemples seront plutôt tournés autour de la prévention, sur la définition et les grands principes qui régissent ce que l'on appelle la démarche probante, c'est-à-dire l'utilisation de preuves ou de données probantes ou d'informations probantes dans le cadre de la décision et des pratiques en matière de prévention. Aller sur deux niveaux qui sont liés en fait dans cette démarche probante, qui est comment est-ce qu'on génère de la preuve en matière d'efficacité des interventions, mais pas que d'efficacité, également autour des conditions d'implémentation, des conditions d'efficacité. Comment est-ce qu'on peut aussi utiliser les évaluations et comment ces deux éléments sont liés ensemble. Je vais faire un petit point focal sur des distinctions que l'on a maintenant dans la littérature sur tout ce qui est utilisation de données probantes en matière de prévention et de promotion de la santé, qui font référence à la distinction entre principe, fonction, forme, parce que c'est très important lorsque l'on veut
pouvoir déployer des interventions qui ont fait preuve de leur efficacité et qui prennent en compte ce qu'on appelle la complexité des interventions, avec notamment son opérationnalisation de cette distinction lorsque l'on veut faire une analyse de transférabilité, c'est-à-dire s'assurer que lorsque l'on déploie, que l'on dissémine, que l'on transfère une intervention, on obtient des résultats analogues du contexte mère dans lequel l'efficacité a été démontrée. Et je reviendrai, si j'ai le temps, sur quelques données récentes en matière de promotion de la santé, mais je vais plutôt les balayer. C'est plutôt quelque chose de transversal que je vais balayer tout au long du diaporama. Alors, les enjeux de l'utilisation des données probantes en santé publique. Alors, tout d'abord, de quoi on parle lorsque l'on parle de données probantes? Alors, très souvent, lorsque l'on parle de preuves en santé publique, on fait référence à une approche plutôt biomédicale, une approche plutôt médicale, en fait, de la notion de preuve telle qu'elle peut être, par exemple, promue par la Haute Autorité de Santé pour préjuger ou pour plutôt juger de l'efficacité d'un traitement et de la nécessité de mettre ce traitement au tableau des recommandations. En matière de santé publique, on a une vision plus large, plus rénovée, en fait, de cette notion de preuve ou de données probantes. Et en réalité, on parle de la conclusion, des conclusions tirées des recherches et des autres connaissances qui peuvent servir de base utile à la prise de décision dans le domaine de la santé publique, mais aussi dans les soins de santé. Ça veut dire quoi concrètement par rapport à une pyramide d'épreuves telle qu'elle pourrait être conçue par la Haute Autorité de Santé? Ça veut dire qu'en fait, on a des données qui sont de nature et de logique de production qui sont complètement différentes et qui sont à considérer, en fait, lorsque l'on est dans l'arène décisionnelle, j'applique pas tel ou tel programme, telle ou telle stratégie d'intervention. Donc, ces données, elles peuvent être scientifiques, c'est-à-dire elles sont le produit de la recherche scientifique. Elles peuvent être un rassemblement de données scientifiques sous la forme de recommandations de synthèse. C'est ce que font les agences de santé publique notamment. Elles peuvent être issues d'évaluations et de capitalisation d'interventions. Et elles peuvent être également issues des savoirs expérientiels, notamment sur les modalités de l'implémentation, mais pas que les modalités aussi, tout ce qui peut faire référence à la contextualisation des interventions, à la prise en compte d'éléments qui sont en routine, en conditions réelles, mais également à toutes les données qui peuvent être autour de la soutenabilité ou de l'acceptabilité aussi de certaines stratégies de prévention. Et donc, données probantes, ça recueille vraiment tous ces éléments-là, et c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'il faut hybrider pour orienter la décision publique en matière de prévention ou les pratiques de terrain. Alors, est-ce qu'il y a des données probantes en matière de promotion de la santé, en matière de prévention? Alors, on entend très souvent que la promotion de la santé ou la prévention n'est pas évaluée, que ça repose sur une idéologie, pas sur la preuve. Pourtant, il y a énormément de travaux qui visent à objectiver l'efficacité, l'efficience, voire même la rentabilité de la promotion de la santé. La connaissance de ces preuves et leur utilisation est aujourd'hui un enjeu majeur pour les acteurs, même si très clairement, soyons transparents, c'est pas du tout la routine. Voilà, on utilise encore très très peu, beaucoup trop peu, les données probantes dans l'exercice de la promotion de la santé et de la prévention. Pourquoi? Parce que le contexte d'intégration de ces données est parfois difficile, parce que les financements sont très souvent contraints, parce qu'il y a un appel, une convocation à produire des actions de manière très rapide, alors que on produit du soin avec toute une logique justement d'appel à la recommandation. On ne le fait pas forcément en matière de prévention. Parfois aussi, et souvent même, les professionnels de la prévention ne sont pas formés à l'utilisation de ces données probantes, et j'imagine que c'est l'objet de ce webinaire, que d'augmenter justement ce seuil de formation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces preuves, ces données probantes, je vais parfois utiliser un mot pour l'autre, hein, sans distinction dans le cadre de cette présentation, elles existent. En réalité, il y a vraiment un enjeu citoyen et professionnel à se les approprier et à les diffuser. Alors pourquoi il y a cet enjeu citoyen et professionnel? Parce que l'utilisation de ces données probantes permet d'être plus efficace, d'améliorer ses pratiques, de crédibiliser aussi son action, de faire reconnaître un secteur qui est celui de la prévention et de la promotion de la santé et la rigueur d'action dans ce secteur, et parfois même de légitimer son action en tant que professionnel dans une structure. Et donc, ces éléments-là
conduisent à appliquer ce qu'on appelle une démarche probante en santé publique ou en prévention, c'est-à-dire l'intégration de la preuve scientifique à l'expérience des professionnels, aux préférences de la population et aux caractéristiques du contexte pour éclairer et améliorer la décision et la pratique dans le développement, l'implantation et l'évaluation des programmes et des politiques de santé publique et donc de prévention. Alors, pour aller un peu plus dans le détail sur ces enjeux-là d'efficacité, d'amélioration des pratiques. Donc, être plus efficace, améliorer ses pratiques, crédibiliser la parole, faire reconnaître un secteur et légitimer son action. Être plus efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire ce qui est potentiellement efficace et surtout ce qui est non nuisible. On a tendance à penser que la prévention ne peut pas faire de mal. Bah, c'est faux. C'est comme un traitement. Ça peut faire du mal sur l'ensemble de la population, faire du mal sur des fractions de la population, comme par exemple augmenter les inégalités sociales de santé. Il y a certaines stratégies qui sont aujourd'hui reconnues pour augmenter les inégalités sociales de santé. Donc, elles vont faire du bien à une partie de la population et elles vont faire du mal à une autre partie de la population, créant des écarts, en fait, entre la population. Rappelez-vous qu'on n'est pas à l'échelle individuelle en matière de prévention, de santé des populations, on est à l'échelle populationnelle. C'est aussi un enjeu autour de la meilleure utilisation possible des fonds publics. On a un gâteau, la prévention est une part de ce gâteau. Si on utilise la part de ce gâteau, quand je parle de part, c'est évidemment financière, à faire des interventions qui ne sont pas efficaces, c'est donc une opération qui est nulle. C'est donc aussi un questionnement éthique, parce qu'une démarche non probante peut être une démarche inutile, inefficiente et délétère. Et donc, elle se fait évidemment pas au bénéfice d'actions qui seraient plus favorables à la santé et à l'équité en santé. Cet enjeu d'efficacité, il est énorme en matière de santé publique. Si je prends cet exemple-là d'évolution du taux de la mort subite du nourrisson en France, entre 1975 et 2005. Par exemple, lorsque l'on a appliqué les recommandations de couchage sur le ventre, qui étaient des recommandations qui n'étaient pas basées sur la preuve, on a vu une augmentation de la mortalité des nourrissons. Dès lors qu'on a travaillé avec une démarche probante, en mobilisant les données de la science, notamment pour voir quelles étaient les meilleures recommandations à faire en matière de couchage du nourrisson, on a vu la mort subite du nourrisson dégringoler et qui dégringole encore avec toutes les recommandations qui sont autour de ça. La conclusion à tirer de cet exemple-là, c'est que le conseil de coucher les enfants sur le ventre n'était pas basé sur la preuve et que si l'utilisation des preuves déjà existantes à l'époque, elles existaient, hein, ces preuves, elles n'étaient juste pas mobilisées par les praticiens. Si on les avait utilisées, on aurait empêché au moins sur la période 50 000 morts en Europe de nourrissons, aux États-Unis et en Australie. De la même manière, cette notion d'efficacité, elle permet aussi de comparer les interventions entre elles. Toujours dans l'idée du gâteau, on ne peut pas tout faire, voilà. Et donc, parfois, il y a des choix à faire en matière d'intervention. Et donc, évaluer l'efficacité des interventions en prévention et en promotion de la santé, ça permet de faire les bons choix. Voilà. On a des exemples, notamment dans le domaine des addictions, où 5 programmes de prévention ont été évalués pour mesurer leur impact réel, c'est-à-dire en conditions réelles, sur les comportements de consommation des jeunes. Ce que cette évaluation a montré, c'est que, par exemple, il y avait des programmes qui se distinguaient vraiment avec des bénéfices significatifs en termes de prévention des consommations de substances psychoactives. C'est par exemple le programme Unplugged et le programme Avenir. Qu'il y avait des programmes de prévention, par exemple de réduction des risques en milieu festif, électro, qui ont montré un rapport coût-bénéfice positif. Donc là, ce n'est pas juste l'efficacité absolue du programme, c'est le rapport entre les moyens mobilisés et l'efficacité de ce programme, qui est aussi un indicateur qui est pris en considération dans l'élaboration des politiques de santé publique. Et on a montré que certains programmes, notamment des programmes de prévention par les pairs et un programme à destination des apprentis, avaient montré des effets contre-productifs. Donc là, on a des effets délétères de certains programmes, et notamment, ce n'est pas la prévention par les pairs en elle-même qui est remise en question, c'était les conditions d'implémentation de cette prévention par les pairs. Vous pouvez obtenir le détail de ces évaluations dans le document qui est cité dans la figure. On a également, c'est intéressant, ces évaluations d'efficacité et la comparaison des stratégies qui permettent notamment de montrer l'importance de la promotion de la santé. Vous savez que la prévention et la promotion de la santé, ce sont deux sujets, deux terminologies qui sont parfois utilisées l'une comme l'autre. C'est ce que je fais dans le cadre de ce webinaire-là, parce que moi, je m'inscris dans une logique de promotion de la santé. Et la prévention, pour moi, ne peut s'inscrire que dans cette logique-là. Mais lorsqu'on parle de promotion de la santé, très souvent,
on est aussi sur une approche plus structurelle, en fait, de la construction de la santé ou de la dégradation de la santé, qui prend en compte ce qu'on appelle les démarches de santé dans toutes les politiques. C'est donc aussi toutes les démarches qui vont agir sur les déterminants structuraux de la santé, comme ici les déterminants commerciaux de la santé. Et ce que montre en fait ce diagramme-là, ça montre l'influence en fait de la diminution de la consommation de sel, évidemment, sur l'hypertension artérielle, mais surtout de la réduction de la consommation de sel individuelle par rapport à la réduction aussi de la consommation de sel dans les produits transformés. Et on voit bien que dans ce diagramme-là, qu'en réalité, c'est extrêmement coefficace de modifier la consommation plutôt que de traiter en fait les patients pour l'hypertension artérielle, de modifier en fait la consommation de sel dans les produits transformés et le sel de table qui est utilisé par les, par les populations. Toujours dans cette idée de promotion de la santé, ce diagramme-là, il vous montre quoi? Il vous montre qu'en réalité, les dépenses sociales, qui sont par exemple les premières dépenses qui sont coupées en cas de récession, en cas de crise économique. Et pourtant, ces dépenses sociales, elles ont un effet sur la santé qui est majeur et bien plus supérieur à celles qui vont dans le système de soins. Ces travaux d'un économiste, Stuckler, ont montré en 2010 que 100 dollars de dépenses sociales associaient à une réduction de 1% de la mortalité générale et que pour obtenir le même résultat, il faut investir 100 fois plus dans le système de soins. Donc ça permet aussi, à une échelle très très large, là je ne suis pas au niveau d'une action ciblée, hein, à une échelle très large, ça permet aussi de montrer le rapport relatif d'efficacité entre des mesures qui appartiennent au système de santé et des mesures qui appartiennent à d'autres secteurs d'intervention de l'action publique. Le deuxième objectif de la démarche probante, c'est d'améliorer ses pratiques, c'est-à-dire de confronter sa pratique et ses observations aux bonnes pratiques. Pour ça, encore faut-il des bonnes pratiques et en tout cas un éclairage sur les bonnes pratiques. Ça permet également de bénéficier de l'expérience des autres et de faire profiter les autres de sa propre expérience. À savoir que des travaux sur justement l'origine des pratiques professionnelles en matière de santé, et notamment en matière de prévention, ont montré que 90% des pratiques étaient guidées par l'habitude. C'est-à-dire qu'on ne remet pas en question ces habitudes de fonctionnement. L'utilisation des données probantes, c'est une remise en question de ces habitudes. Et ça permet de monter en qualité, évidemment, ces pratiques de prévention ou les processus décisionnels en matière de politique de prévention. Ça permet également de crédibiliser la prise de parole vis-à-vis des questions de santé. En termes de communication publique, les affirmations aujourd'hui s'appuient de plus en plus sur les faits. On voit depuis 10 ans, par exemple, que lorsqu'une stratégie de prévention, alors ça c'est moins juste ces dernières années, mais en tout cas, il y a eu une progression en matière de prévention où très généralement maintenant, en tout cas dans le discours politique, lorsque l'on décide de mettre en place une réforme en faveur de la prévention, elle s'appuie sur des données probantes. Ces données probantes, ça permet aussi de faire du plaidoyer, c'est-à-dire de convaincre des décideurs pour appliquer des stratégies de prévention et de promotion de la santé. C'est notamment ce qu'on utilise. Moi, je travaille beaucoup sur la santé dans toutes les politiques. On est vraiment aujourd'hui cet espace-là, puisque la santé dans toutes les politiques n'est pas appliquée en France. On est vraiment dans une logique, dans une arène, en fait, de plaidoyer et on rassemble, en fait, des données probantes pour favoriser ce plaidoyer. Ça sert aussi, et là, j'imagine autour de ce Zoom-là et dans ce webinaire, ce sont essentiellement des acteurs de première ligne, de seconde ligne en prévention, pas des chercheurs. Ça permet de faire reconnaître un secteur d'intervention et la qualité et la rigueur avec laquelle intervient ce secteur d'intervention. À savoir que la prévention, aujourd'hui, souffre encore d'un défaut de crédibilité, par défaut de formation, par défaut de reconnaissance aussi des métiers en fait de la prévention qui sont tout simplement pas inscrits dans le répertoire national des métiers en matière de santé. Et on voit souvent hein, dans les rapports autour de la prévention qu'on mélange un peu des choux et des carottes, que la définition est encore mal appréhendée de ce que signifie la prévention et donc des acteurs susceptibles de faire de la prévention. Et ce problème de reconnaissance des acteurs et des bonnes pratiques en matière de prévention fait que lorsque l'on évalue la prévention, on évalue un peu tout et n'importe quoi. Et donc, ça donne des conclusions, évidemment, qui sont fausses ou qui sont parcellaires sur ce qui est réellement fait. Et puis enfin, ça permet de légitimer son action en tant que professionnel ou en tant que structure, c'est-à-dire de valoriser
son activité professionnelle. À savoir que l'utilisation des données probantes ne peut aller que dans le sens de aujourd'hui en particulier, où vraiment ça commence à se déployer, y compris au niveau des décideurs et des modalités de financement. Ça permet évidemment de valoriser sa structure par rapport à une autre. Alors, même si aujourd'hui c'est dans les discours, c'est dans les discours politiques, aujourd'hui, on a quand même du mal à utiliser les données probantes dans la pratique. Il y a un certain nombre de barrières, certaines sont culturelles, dans certains réseaux associatifs par exemple, d'autres sont institutionnelles, soit une résistance au changement des acteurs qui sont dans ces structures-là, soit en fait des processus décisionnels qui ne sont pas structurés pour intégrer en fait ces données probantes, qui se basent encore sur de la pratique, sur de l'urgence, sur ce qu'on a l'habitude de voir, sur des modalités de financement qui sont trop parcellaires, qui incluent pas, par exemple, des travaux de recherche, etc., etc. Donc des barrières qui sont structurelles en fait à l'intégration de l'utilisation des données probantes. Il y a également des difficultés pour les acteurs et les décideurs à utiliser ces données probantes. La barrière de la langue, la plupart des données probantes sont publiées en anglais. Pas de dispositif très clair d'accès aux bases de données et pas de formation à l'utilisation de ces bases de données. Aujourd'hui, pour aller recueillir cette information, c'est assez complexe. Il y a énormément de bases de données, très difficiles à interroger, qui ne s'interrogent pas toutes de la même manière, plus la barrière de la langue que j'évoquais tout à l'heure. Et aujourd'hui, on n'a pas de registre français francophone qui permettent d'avoir accès à des interventions probantes, à des données probantes, si ce n'est celui qui est en cours encore de construction au niveau de Santé publique France, mais qui recense aujourd'hui encore assez peu d'éléments. Et puis, on a une preuve aussi qui est parfois peu adaptée au contexte, dont on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que soit on a quelque chose de très flou, c'est des principes d'intervention, et on ne sait pas du tout comment déployer ça sur le terrain. Et vous le verrez quand on va aller sur la notion de principe, fonction clé et forme, ben un principe d'intervention, ça ne s'implémente pas. Voilà. C'est-à-dire derrière un principe d'intervention, il y a des modalités en fait euh, clés de mise en œuvre qui peuvent générer des résultats très différents en fait d'un contexte à l'autre. Donc un principe ne s'implémente pas. Et on a assez peu d'éléments descriptifs en fait des interventions qui permettent une adaptation, notamment dans des conditions réelles, c'est les conditions d'exercice en fait des acteurs de terrain. Et puis, on a peu de production de preuves issues de la recherche française, hein, puisque la recherche interventionnelle en santé publique et la recherche qui documente les solutions à appliquer en matière de santé publique et plus particulièrement de prévention dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé, eh ben, elle est assez peu financée, hein. C'est vraiment 1% de la recherche en matière de santé. Et donc, évidemment, c'est quelques projets par an qui sont, projets de recherche qui sont financés, qui produiront des résultats 5, 6 ans, 7 ans après, et qui parfois ne produiront pas de résultats. Donc, ça réduit d'autant plus les données en contexte français, les données probantes sur certains types d'interventions. Mais il y a heureusement énormément de choses dans les bases de données étrangères. Alors, comment est-ce que quels sont les principes en fait de une fois qu'on a identifié quels étaient les enjeux en fait à utiliser ces données probantes, quelle est la définition de la démarche probante? Ça, on l'a vu, mais surtout les principes en fait d'une démarche probante. Alors, la démarche probante, c'est aussi ce qu'on appelle la santé publique basée sur les preuves ou la santé publique fondée sur les preuves ou fondée sur les données probantes. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise les données probantes, mais qu'on utilise les données scientifiques, mais aussi que l'on adapte en fait ces données-là et ce qu'elles peuvent donner sur le terrain à des contextes économiques, politiques et sociaux qui peuvent être différents, à la connaissance et l'expérience des professionnels et aussi à la préférence de la communauté. Parce que très souvent, il y a des interventions qui ne peuvent pas être appliquées pour des raisons culturelles, pour des raisons de faisabilité, pour des raisons de charge de travail. Et si on ne prend pas en compte ces éléments-là, eh ben, on n'arrivera jamais à déployer en fait ces interventions probantes. Et évidemment, cette mobilisation des données probantes, elle vise à orienter la décision, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et des politiques de prévention. Donc vraiment, ces trois éléments qui doivent aider, enfin quatre éléments qui doivent aider, je suis désolée, la diapositive n'a pas été traduite, mais qui doivent aider à la décision, être support de la décision. C'est évidemment la meilleure preuve disponible,
les caractéristiques des populations, leurs valeurs, leurs croyances, leurs préférences, comme dans une démarche de santé publique classique, en fait. Les ressources qui vont orienter la faisabilité d'implémentation et les modalités d'adaptation en conditions réelles. Et puis évidemment, l'environnement et tout le contexte organisationnel qui vont assurer la soutenabilité en fait de l'intervention, c'est-à-dire sa capacité à être inscrite de manière pérenne en routine. Et donc cette démarche probante, en fait, elle associe à la fois la genèse de la preuve et son utilisation, c'est-à-dire qu'on part des besoins en fait, d'une population. Et par rapport à ces besoins, on va identifier les meilleures preuves disponibles en mobilisant la documentation disponible sur le sujet, à la fois sur ce que l'on vise à chercher. Voilà, par exemple, sur le tabac, c'est l'arrêt. Sur l'alcool, ça va être l'arrêt lorsque l'on est enceinte. Ça va être la modération lorsque l'on, enfin, enceinte ou avec des conditions de santé particulières. La modération quand on est dans la population générale, le retard de l'initiation quand on est chez les jeunes. Voilà, on va avoir des objets, en fait, des buts un peu différents en fonction de la thématique sur laquelle on travaille et la population sur laquelle on travaille. Et donc, on va essayer de réunir de la documentation pour savoir finalement quelles sont les solutions pour pouvoir concevoir les meilleures interventions possibles. On va parfois trouver des interventions qui ont été expérimentées, que l'on va essayer d'adapter ou de contextualiser au terrain, en fait, que l'on va tester, voilà, et que l'on va évaluer, ou soit évaluation, soit observation des résultats, sans forcément de rapport de causalité exploré dans le cadre de l'évaluation. Et évidemment, ces évaluations et ces observations génèrent de la preuve. Elles vont être rassemblées, synthétisées et fournir finalement un corpus de preuves ou l'élaboration de recommandations. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on est dans un espèce de cercle continu où l'utilisation de la preuve doit permettre de générer de nouvelles preuves, par exemple sur les conditions d'adaptation, d'implémentation, sur des degrés d'effets différents en fonction des populations qui font qu'on on va pas agir tout à fait de la même manière en fonction des catégories d'une population. Alors, quelques vigilances autour de ça. J'ai dit évidemment, les preuves sont parfois nombreuses, pas toujours accessibles. Euh, et ce n'est pas parce que, en fait, il n'y a pas de preuves que ça rend la démarche impossible. On peut rassembler des morceaux de preuves, en fait, pour construire une nouvelle intervention. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'intervention, si je prends un exemple, d'intervention validée pour réduire l'initiation du tabagisme chez les adolescents de telle tranche d'âge qui sont dans un dispositif de formation pour apprentis, par exemple, voilà, parce que souvent, quand on est acteur, on a des questions très précises, on a un contexte précis, une population précise, que la démarche probante est impossible. En fait, on va, en fonction de la question, si on ne trouve pas sur cette question précise-là, on va ouvrir de plus en plus la question, aller voir sur d'autres populations, aller voir sur d'autres tranches d'âge, aller voir sur d'autres thématiques. Là, c'est le tabac, mais ça peut être d'élargir à l'alcool, d'élargir aux autres addictions, parce que finalement, on est sur les addictions. Donc, est-ce que ça pourrait pas être les mêmes mécanismes? Petit à petit, on va élargir la question et essayer de rassembler des éléments, de documenter en fait le sujet. Et on peut être amené, du coup, à essayer d'adapter une intervention qui est faite sur une autre population, dans un autre contexte, pas un centre de formation pour apprentis, mais des écoles plus généralistes ou un centre ou d'autres types de centres de formation, et essayer d'adapter les choses. Donc, ce n'est pas la meilleure preuve possible qu'on va essayer de, c'est-à-dire la plus adaptée à la question, mais la meilleure preuve disponible, évidemment, que l'on va essayer d'aller chercher. A contrario, on peut avoir aussi beaucoup d'interventions validées, voilà, dans un domaine qui peuvent répondre à la question, mais qui ne seraient pas souhaitables d'appliquer. Par exemple, il y a beaucoup de littérature sur la prévention de l'obésité en milieu professionnel qui vient d'outre-Atlantique, notamment des États-Unis, et qui ont montré l'efficacité de dispositifs d'incitation financière, notamment dans l'obtention de la prime annuelle des salariés, à la réduction de l'IMC. Voilà.
Bah, la question qu'on peut se poser, c'est bah, voilà, d'indexer la prime annuelle des salariés, donc une prime liée à la charge de travail, responsabilité prise, d'indexer ou de majorer ou de minorer finalement cette prime sur des conditions de santé. Bon, voilà, à titre expérimental, ça a montré son efficacité. Est-ce qu'on a envie de ça? Est-ce qu'on a envie d'une société qui fait ça? C'est aussi les questions qui se posent sur d'autres stratégies comme le nudge, comme la coercition. Est-ce qu'on a envie de ce type de pratique préventive? Voilà, c'est d'autres questions aussi qui doivent être investiguées, en fait, dès lors que, et qui font la différence entre la recherche et la décision publique, dès lors que l'on veut institutionnaliser une stratégie de prévention. Alors, je vais passer très rapidement sur générer la preuve parce que c'est pas tant votre, je crois pas en tout cas, tant votre sujet. On ira plutôt sur l'utilisation de la preuve, mais juste que vous situiez deux, trois notions autour de ça. La démarche probante, elle intervient à trois niveaux, en fait. Elle va répondre à trois questions. La première question, c'est sur quoi je dois agir? Et donc là, on va mobiliser de la documentation qui fait le lien entre les déterminants de santé et la santé de la population. Pour pouvoir orienter bah, des priorités, par exemple, de prévention ou des populations sur lesquelles il va falloir orienter en fait l'action publique. Et là, on va mobiliser en fait plutôt une littérature voilà, qui est une littérature que l'on appelle la science des problèmes, c'est-à-dire épidémiologique, observationnelle, et qui va faire le lien entre des domaines, voilà, des domaines différents. Par exemple, là, la prescription de médicaments, l'usage de médicaments chez les piétons et le risque d'accident de la route. Voilà. Le, la contribution en fait des troubles liés à l'usage de l'alcool et l'apparition précoce de démence. Voilà. Ça va être des choses comme ça qui permettent, entre déterminants de santé et état de santé, qui permettent de dire, ah ben là, pour prévenir la démence, en fait, ou pour retarder la démence, ben, il faut s'intéresser à ce déterminant comportemental-là, qui est la consommation d'alcool. Et donc, quelle stratégie de prévention on met derrière? Donc ça, c'est vraiment le domaine de la surveillance, de l'épidémiologie, des sciences plutôt observationnelles, des sciences dites qui caractérisent les problèmes. Ensuite, on va s'intéresser plutôt, et donc des productions scientifiques qui sont autour de ça. Ensuite, on va s'intéresser plutôt à ce qu'on appelle la science des solutions, en fait, c'est-à-dire celle qui va documenter bah, les réponses à ces problématiques de santé. Et cette science, elle peut répondre à deux questions. La première question, c'est que faire? Voilà. Et donc ça, c'est toute la recherche évaluative pour mettre en évidence les leviers ou les modalités d'intervention qui vont permettre de faire bouger un déterminant de santé de manière favorable à la santé ou à la distribution de la santé dans la population si on est dans une perspective de réduction des inégalités sociales de santé. Et donc là, on va plutôt en fait rechercher de la littérature qui documente ces solutions-là. Quelles sont les interventions, les offres de soins, les services, les politiques, les mesures, si on est dans le domaine de la santé, dans toutes les politiques, qui améliorent la santé des populations. Là, je vous ai mis l'exemple d'un article sur le programme Tabado, qui a permis de démontrer l'efficacité d'une prise en charge du tabac chez les adolescents en centre de formation pour apprentis. Deuxième article, qui est un travail plus méthodologique, mais basé aussi sur des revues de littérature empirique, c'est-à-dire qui traduisent de l'efficacité de certaines expérimentations, qui a produit un modèle dans le cadre d'une étude qui s'appelle OCAPREV, qui a produit un modèle pour structurer les applications santé qui visent le changement des comportements nutritionnels, donc alimentation et activité physique. Quelles sont les techniques de changement de comportement qui doivent être dans une application nutritionnelle si l'on veut vraiment accompagner un changement de comportement. Car la plupart des applications nutritionnelles sont favorables à la motivation au changement, mais pas du tout à l'accompagnement du changement de comportement ou de l'acquisition de nouveaux comportements nutritionnels. Et donc, il y a eu tout un travail scientifique qui a permis de lister un certain nombre de techniques de changement de comportement qui doivent figurer dans ces applications nutritionnelles si elles se veulent efficaces. Et puis,
La deuxième question auquel répond cette science des solutions, c'est comment faire, qu'est-ce qui fonctionne et comment ça fonctionne. Et là, c'est toujours une recherche évaluative, mais qui va travailler vraiment sur les conditions d'efficacité, les modalités d'implantation, mais aussi l'analyse des éléments contextuels, j'y reviendrai plus tard dans ma présentation, qui permettent et qui garantissent en fait l'efficacité des interventions. Ces deux questions-là, c'est la recherche que faire et comment faire, c'est la recherche interventionnelle en santé des populations. Là, par exemple, c'est deux études. Donc là, on va être plutôt sur ce qu'on appelle les sciences de l'implémentation, les articles qui relèvent des sciences de l'implémentation. Comme par exemple ici, où c'est tout un travail de recherche qui a permis de mettre en place, de rendre visible, pardon, euh, des modalités d'implémentation de programmes de réduction du risque HIV. Et dans le deuxième article, c'est plutôt une publication qui vise à rendre compte des modalités de transfert de connaissances à mettre en place dans les associations de prévention et dans les agences régionales de santé pour favoriser la démarche probante. Donc, c'est les conditions d'implémentation de la démarche probante dans les associations de prévention et dans les agences régionales de santé. Donc, on est vraiment sur les modalités d'implémentation d'une stratégie pour, de réduction du risque de contamination HIV d'un côté et de l'autre, pour favoriser à un niveau plus structurel, plus organisationnel, comment est-ce qu'on favorise la démarche probante dans les associations et dans les agences régionales de santé, donc dans le terrain et dans la décision en matière de politique de prévention. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans le domaine de la recherche interventionnelle, la science des solutions. Euh, alors, les preuves qui sont issues de cette recherche sont assez peu nombreuses. Il y a besoin de preuves contextualisées. Et les acteurs peuvent aussi contribuer à produire cette preuve-là. Parce que très souvent, en fait, dans la littérature scientifique, on a des choses très généralistes. Il y a un espace qui rassemble et qui fait des recommandations en comparant les interventions entre elles dans différents domaines de santé. C'est ce qu'on appelle la librairie Cochrane, voilà, et qui est un domaine consacré à la promotion de la santé et à la prévention. Et donc, qui fait des revues thématiques de la littérature comparant les interventions de prévention et de promotion de la santé entre elles sur une thématique ou sur une population, dans un domaine ou un secteur particulier. Et très souvent, en fait, les conclusions de ces revues systématiques Cochrane disent il faut faire plus de recherches. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Il faut faire plus de recherches. Quelle que soit la thématique, ça finit toujours un petit peu comme ça. Pourquoi ça finit comme ça? Parce qu'en fait, sous couvert de comparer des interventions entre elles, en réalité, on compare des choses très différentes. Voilà, quand je vous parlais tout à l'heure d'applications santé, d'applications smartphone, santé, ben en réalité, il y a plein de choses différentes. Vous voulez comparer des applications d'aide au sevrage tabagique les unes aux autres. En réalité, vous comparez des boîtes noires. C'est-à-dire que derrière ces applications, il peut y avoir des techniques de changement de comportement complètement différentes, des objectifs complètement différents et donc des publics cibles complètement différents qui sont à des stades différents de leur intention, par exemple, d'arrêter le tabac. Et donc, vous, en réalité, vous pensez comparer le même type d'intervention, une application, mais vous comparez des interventions très différentes les unes par rapport aux autres. Et donc, évidemment, cette comparaison est impossible. Et donc, lorsqu'elle est faite comme ça, elle conduit à des résultats qui sont inexploitables. C'est la plupart du temps comme ça. Et donc, il y a un vrai enjeu en matière de recherche à essayer de réduire la granularité de ce qu'on compare et d'avoir des taxonomies de techniques interventionnelles, d'ingrédients interventionnels pour pouvoir vraiment comparer les choses sur la même base, en fait. Est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle d'une action d'éducation en milieu scolaire sur la vie sexuelle et affective, par exemple? Lorsque l'on compare deux interventions d'éducation pour la santé en milieu scolaire sur la vie affective, est-ce qu'on compare vraiment la même chose? Peut-être pas, en fait. Si on n'a pas une base de comparaison à travers un éclairage de ces ingrédients interventionnels, eh bien, en réalité, on ne peut pas comparer et donc on ne peut pas décider. Voilà. Donc, il faut que ces évaluations soient très bien menées. Et jusqu'ici, jusqu'à il y a peut-être une dizaine d'années,
on avait plutôt des évaluations macro comme ça, sur des stratégies d'intervention. Voilà, deux applications, deux actions d'éducation. Et donc, les conclusions étaient floues, molles, en fait. De plus en plus, il y a énormément de recherches méthodologiques qui se développent et de taxonomie et de modalités pour éclairer ces ingrédients interventionnels qui permettent d'avoir des choses de plus en plus solides, mais c'est vraiment un processus qui est en cours. D'où l'intérêt aussi d'avoir des évaluations de terrain avec un vrai descriptif des interventions, de ce qui s'y fait, de comment ça se fait, qui permettent, là, pour le coup, de venir un peu éclairer des choses trop molles qui viendraient de la littérature scientifique, hein. D'où l'idée de cette hybridation. Alors, comment est-ce que justement on peut rendre utile l'évaluation d'une intervention innovante, c'est-à-dire d'une intervention de terrain, qui n'est pas une recherche, voilà, menée par des chercheurs? Eh ben, dans un rapport d'évaluation, pour que ça produise de la preuve, en fait, il faut déjà qu'ils comprennent le modèle théorique sous-jacent, c'est-à-dire dans cette action, qu'est-ce qu'il y a en fait dans cette action et qu'est-ce que l'on veut que ça produise. Si ça, c'est pas clair, on ne peut rien faire en fait de cette évaluation. Deuxième principe, c'est qu'il faut une évaluation rigoureuse, c'est-à-dire avec des méthodes reconnues. Si on fait du quantitatif, eh ben, on suit les règles d'une évaluation quantitative. Si on fait sur un échantillon et pas l'ensemble de la population qui a été exposée à l'intervention, eh ben, on le fait selon les règles des en compte les ressources, les processus et les résultats. On n'est pas juste dans une évaluation de est-ce que les gens sont contents, pas contents. Voilà. Est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait faire ou pas? Qu'est-ce qu'on a produit? Et ça, il faut absolument pouvoir évaluer ce qu'on a produit. Ça ne veut pas dire, attention, faire une évaluation de recherche, c'est-à-dire démontrer le lien de causalité entre ce que l'on a produit et ce que l'on a fait. Ça, c'est de la recherche. Là, on est dans l'évaluation qui peut être menée par les acteurs de terrain. Quand vous mettez en place une action d'éducation pour la santé, vous avez un objectif en termes de résultats, augmenter les compétences psychosociales. Est-ce que vous évaluez l'augmentation des compétences psychosociales? Est-ce que vous faites un avant-après? S'il n'y a pas d'avant-après, ce n'est pas une évaluation. Il n'y a pas de comparaison possible. Et pour ça, il faut utiliser des outils qui sont valides. Ça veut dire qu'il faut se faire accompagner aussi par rapport à ces outils de mesure. Et dans le choix des indicateurs, il faut évidemment choisir des indicateurs qui ont du sens. Lorsque vous évaluez euh, un programme sur sa capacité à réduire le tabac, eh ben, il faut voir s'il réduit le tabac. Voilà. Lorsque vous évaluez, moi je travaille beaucoup sur l'enfance, on évalue par exemple les conditions de mixité sociale dans les crèches et leur impact sur le développement de l'enfant. On évalue parce qu'on sait que le développement de l'enfant a un impact plus tard sur les comportements à risque et sur la santé mentale de l'enfant et son intégration, sa santé sociale aussi, son intégration sociale, son insertion sociale. On va évidemment pas évaluer en bout de chaîne l'insertion sociale ou les facteurs de risque ou les comportements à risque qu'il aura quand il est adolescent. On va utiliser ce qu'on appelle les proxys, c'est-à-dire des indicateurs de développement, parce on se base, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, sur des modèles théoriques, parce qu'il y a des modèles théoriques éprouvés qui montrent que les indicateurs de développement d'un enfant sont des proxys de sa santé mentale plus tard, du retard ou de la non-initiation à certains comportements à risque, de son insertion professionnelle, de son insertion sociale, de son rapport avec les autres, etc., etc. Donc, il faut que ces indicateurs aient du sens par rapport à la temporalité, par rapport à la population et par rapport à la faisabilité. Donc ça, c'était pour la production des données probantes. Ce qui nous intéresse plus là, c'est l'utilisation des données probantes. Il est important, lorsque l'on utilise les données probantes, de faire attention, et là je vais parler un petit peu à contre-courant de ce qu'on se voit quand même, de ce qu'on voit aujourd'hui derrière la notion de prévention fondée sur les preuves. Il faut faire attention à la notion de principe, fonction et forme. Vous allez comprendre pourquoi. Dans les données disponibles sur ce qui marche pas, en fait, on a parfois et très souvent en fait des interventions clés en main, voilà, qui sont standardisées sur la forme. Ce sont souvent des interventions qui ont été faites par des chercheurs. Voilà, c'est des équipes de recherche qui ont testé des trucs, en fait. Alors, c'est souvent un mythe, cette histoire d'intervention clé en main, parce que lorsqu'on essaie de les déployer, bah, c'est très compliqué. Il y a un peu un phénomène de repoussoir, c'est-à-dire que les acteurs qui font des choses, hein, ils ne sont pas vierges d'action. En fait, les acteurs, ils sont aussi dans des contextes plus ou moins contraignants.
Lorsque l'on déboule avec un programme dit validé et qu'on veut l'implémenter partout, ben souvent, il y a un peu un screen test, en fait, hein. Les acteurs sont assez peu favorables. Très souvent, même quand ils sont favorables, il y a des problèmes de ressources et de faisabilité. Alors, on met beaucoup de moyens. Le problème, c'est qu'on met beaucoup de moyens pour disséminer ces interventions-là, mais ça peut pas. L'importance de ces moyens va se déliter en fonction du temps, parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre ces moyens-là de manière massive et sur du long terme. Et parfois, c'est tout simplement pas transférable parce qu'il n'y a pas du tout les conditions au niveau local pour le faire. Problème d'effectifs si je reviens à mon milieu scolaire, problème d'effectifs dans les classes, problème de temps, problème de salaire des intervenants, etc., etc. On a ça là dans le déploiement des programmes probants, notamment dans les crèches, où c'est impossible. C'est-à-dire qu'à coup de moyens renforcés, on arrive à faire des expérimentations à large échelle et d'avoir des résultats. Mais ça nécessite de renforcer les professionnels, d'avoir quelqu'un qui supervise, d'avoir parfois des gens supplémentaires qui mettent à l'effectif normal en crèche, qui mettent en place ces interventions. Or, si on veut les déployer vraiment en routine, c'est impossible. Vous n'êtes pas sans savoir les brûlots qui sont sortis l'été dernier sur les conditions d'accueil en crèche, avec des conditions spatiales qui ne sont pas du tout adaptées au développement de l'enfant, des problèmes réglementaires qui ne permettent pas certaines pratiques de jeu qui sont pourtant favorables au développement, des professionnels en sous-nombre, mal payés, mal formés et mal supervisés. Quand on leur ajoute un programme probant à mettre en place, évidemment, elles ne sont pas du tout en capacité de le faire sans un accompagnement conséquent, en fait. Donc, il y a un vrai sujet autour de ces interventions clairement, et je disais que je parlais à contre-courant parce que c'est vraiment ce qui pêche aujourd'hui dans le déploiement, en fait, de la démarche probante en matière de prévention. Et puis, il y a des interventions, on va trouver des interventions qui sont décrites plutôt dans ce qu'on appelle les fonctions clés, c'est-à-dire ce qui fait efficacité dans l'intervention et qui permettent de déconstruire l'intervention et de la reconstruire dans le contexte local. Parce qu'on a identifié dans cette intervention, qui n'est pas un bloc, des ingrédients qui vont être plus efficaces que d'autres et que l'on va pouvoir adapter en fait au nouveau contexte d'intervention. Et puis, on va avoir des données aussi plutôt sur des principes d'intervention qui sont basés sur des modèles théoriques. L'intervention, elle, va rester à construire en fait. Son efficacité en contexte doit donc être évaluée. Par exemple, l'éducation pour la santé qui vise le développement des compétences psychosociales. Voilà, ça, c'est un principe d'intervention. Ou l'information sur les risques de ne pas se faire vacciner pour le papillomavirus. Voilà, ça, c'est un principe d'intervention. Ce n'est pas une intervention. Donc, on va avoir beaucoup, beaucoup de choses autour de ça. Mais concrètement, on en fait quoi sur le terrain? On n'a pas toujours les éléments. Je reviens sur les exemples pour que vous distinguiez bien ces principes, ces fonctions clés et ces formes. Donc, les principes, par exemple, c'est le patient doit acquérir des compétences sur sa maladie. Voilà, ça, c'est un principe. Un programme d'éducation thérapeutique organisé, centré sur l'acquisition de telle ou telle compétence. Voilà, on a identifié les compétences et on sait quelles sont les techniques d'accompagnement qu'il faut mobiliser pour telle compétence, telle compétence, telle compétence. Ça, ce sont les fonctions clés en fait, du programme. Et puis après, il y a la forme. Est-ce que ce programme, il peut être individuel, collectif, hospitalier, en ville, avec tel professionnel, avec des patients ou sans patients, etc., etc. Sur tel temps ou avec des modalités hybrides, etc., etc. Pareil, autre exemple, informer la population sur les signes précoces d'accident vasculaire cérébral afin d'avoir une réaction rapide du patient et de ses proches. Ça, c'est un principe. Les fonctions, ça va être une information écrite, mise à disposition, rapidement accessible et régulièrement rappelée. La forme, ça peut être une plaquette, un site internet, traduit en plusieurs langues, avec des signalétiques, pas de signalétiques, positionné à tel ou tel endroit, etc., etc. Pour essayer d'aller plus précisément dans les fonctions clés, notamment lorsqu'elles concernent, et elles ne concernent pas que ça, les ingrédients interventionnels, j'y reviendrai tout à l'heure sur l'influence du contexte, on a, notamment en matière d'accompagnement au changement de comportement, lorsqu'on est vraiment dans la prévention individuelle, on a des taxonomies en fait, d'ingrédients qu'on appelle les techniques de changement de comportement. Ce sont les travaux de Suzanne Mickey de son centre de psychologie de la santé et qui a identifié 93 techniques de changement de comportement possibles. Toutes ne sont pas acceptables, hein, toutes ne sont pas possibles, etc. Certaines sont plus favorables pour telle thématique, d'autres pour telle thématique, etc.
Et donc, elle a identifié comme ça, avec un gros, gros travail qui a duré vraiment des années et qui s'est basé sur énormément de littérature empirique sur ce qui marche pas, 93 techniques regroupées en 16 catégories qui peuvent être mobilisées dans les interventions, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient d'ailleurs en ligne, hein, dans le cadre d'applications santé. Et le projet OCAPREF que j'évoquais tout à l'heure a utilisé cette taxonomie pour essayer de décrypter justement ce que devait contenir une application smartphone. Et tout l'enjeu, ça va être de repérer en fait ces techniques-là et de voir ce que l'on doit garder, qui favorise l'intégrité de l'efficacité, et ce que l'on peut adapter pour être transférable en fait dans un contexte particulier. Donc comment, pour vous euh, préciser en fait comment on procède à cette démarche probante, eh ben, je vais prendre l'exemple du programme Tabado hein, que vous devez connaître. L'objectif, c'était d'élaborer et de mettre en place une intervention qui visait à favoriser le sevrage tabagique des adolescents scolarisés en centre de formation des apprentis. La première étape, ça a été de regarder dans la littérature, est-ce qu'il existe des interventions probantes euh, en direction d'adolescents, plutôt issus donc, de publics défavorisés, dans des centres de formation type formation pour apprentis, puisqu'évidemment, c'est une spécificité française, mais il y a d'autres dispositifs à l'étranger qui ressemblent à ces dispositifs-là. Évidemment, on n'a rien trouvé. Enfin, l'auteur n'a rien trouvé. L'équipe de recherche n'a rien trouvé. Et donc, ils ont élargi de plus en plus leurs données et ils ont vu qu'en fait, ils ont identifié un certain nombre de principes et de fonctions voilà, qui étaient facteurs d'efficacité. Et notamment l'efficacité des stratégies cognitivo-comportementales, plus ou moins associées à la délivrance de nicotine. Il fallait ces deux éléments-là. Donc, les principes, c'est les stratégies cognitivo-comportementales, la délivrance de nicotine. Et puis après, dans les fonctions, bah, c'est quelle délivrance, gratuite, pas gratuite, par un professionnel de santé, un autre, etc. Et quelle stratégie cognitivo-comportementale. Et là, ça renvoie directement aux techniques de changement de comportement qu'on a évoquées tout à l'heure. Autre élément qui est ressorti de la littérature, c'est que leur succès va dépendre de l'acceptabilité de la prise en charge médicale, et notamment, est-ce qu'on paye ou on ne paye pas, voilà, est-ce qu'il y a un reste à charge ou non, de la garantie de la confidentialité vis-à-vis des parents, puisque certains des adolescents, évidemment, et il faut une autorisation des adolescents pour intervenir de manière médicale sur un enfant. Et là, il fallait pouvoir garantir la confidentialité sur le statut de fumeur, en fait, des adolescents qui, pour certains, ne l'avaient pas dit à leurs parents, ne le disaient pas à leurs parents. Donc, un certain nombre d'éléments, il y en a d'autres, hein, là, j'en liste que quelques-uns. Et donc, ces éléments, ces principes et ces fonctions ont été recueillis, en fait, dans la population adulte et dans la population adolescente. Deuxième étape, ça a été de dire, bah, on a ces principes et ces fonctions clés, bah, on va reconstruire une intervention. Donc, ça peut être ça, hein, la démarche probante. Ce n'est pas appliquer des interventions clés en main. Et donc, on a reconstruit le programme Tabado avec ses étapes, ses conditions, etc. Et puis, évidemment, comme c'est une nouvelle intervention qui n'a jamais été évaluée, elle a été évaluée là avec un processus de recherche, puisque c'était dans le cadre d'une recherche. Ça a donné lieu à publication. Mais la question qui s'est posée après, c'est est-ce que ça peut être mis en place dans tous les centres de formation pour apprentis et est-ce que ça peut être même élargi, en fait, et pas que dans les centres de formation pour apprentis? Et là, il y a eu une quatrième étape qui est une analyse, en fait, de transférabilité où on a essayé de repérer ben, quelles étaient les conditions d'efficacité. Parce qu'on avait observé l'efficacité. Quelles étaient les conditions d'efficacité? C'était plutôt des démarches qualitatives qui ont permis, par exemple, de mettre en évidence que eh ben, par exemple, le statut du professionnel qui accompagne le programme dans l'établissement n'est pas forcément un médecin. Voilà, ça peut être plutôt un professionnel d'éducation. Et d'ailleurs, ça marche mieux quand c'est un professionnel d'éducation pour la santé, plutôt jeune, parce qu'il y a une espèce de proximité, il n'y a pas de jugement, voilà, c'est pas vécu de la même manière par les adolescents, voilà, qui a permis de mettre en évidence des éléments comme ça très, très précis pour accompagner le déploiement en fait, de ce programme-là et légitimer aussi des adaptations d'un contexte à l'autre en fonction du milieu urbain, du milieu rural, etc., etc. Il y avait une première étape bis aussi qui a été, disons, dans l'identification des données disponibles, de voir évidemment si c'était possible dans le contexte français, parce que à l'époque, notamment, les substituts nicotiniques ne se délivraient pas comme ça, ils étaient payants, etc., etc. Ce que je voulais vous illustrer à travers cet exemple-là et ces notions de fonctions clés et de principes et de formes, c'est ça qui va en fait favoriser ce qu'on appelle la transférabilité. La transférabilité,
elle est liée très directement à la complexité des interventions en promotion de la santé. Ça veut dire quoi la complexité des interventions? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas d'intervention qui produit un effet. Ça n'existe pas, ça, en fait. C'est un tissu d'événements, d'actions, d'interactions, de rétroactions, de déterminations, d'aléas qui vont constituer un effet, voilà, qui vont provoquer un effet. Et donc, ce n'est pas un bloc qui est l'intervention. Et toutes les interventions en prévention sont considérées comme complexes. Il n'y a pas de relation linéaire entre l'intervention et l'effet. En réalité, on est dans quelque chose de systémique, que l'on appelle le système interventionnel. Qu'est-ce qu'il dit, système interventionnel? C'est qu'en fait, c'est le mariage d'éléments contextuels et interventionnels qui produisent l'effet. Et que même cet effet, il n'est pas univoque. Il y a en fait une cascade d'effets. Et cette cascade d'effets, elle peut être appréciée à travers l'identification de ce qu'on appelle des mécanismes d'effet, c'est-à-dire des réactions du système. On introduit des éléments interventionnels et là, il y a une cascade d'éléments. Ces interventionnels, ils fit ou pas avec les éléments du contexte. Et il y a une cascade d'effets à plus ou moins long terme. C'est comme ça qu'on définit en fait le système interventionnel. C'est la mise en interrelation dans un espace-temps donné, parce que évidemment c'est la période d'observation, d'un ensemble d'éléments humains et non humains aussi. Par exemple, la configuration spatiale. J'évoquais le développement des enfants tout à l'heure. Bah, ça passe aussi par la configuration spatiale. C'est-à-dire qu'une crèche, ça s'aménage, en fait. Il ne faut pas que ce soit juste un lieu avec 3 jouets dans un coin, un truc pour mettre ses affaires dans l'autre, et puis des matelas par terre. Ça, ce n'est pas du tout une disposition spatiale qui favorise le développement. Il faut des espaces avec des couleurs différentes pour identifier, se diriger dans l'espace. Il faut des espaces de motricité, il faut des espaces où on a envie de s'isoler pour accueillir certaines émotions, par exemple, dans le cadre d'une dispute avec un autre. Voilà. C'est ça qui favorise le développement. Oui. Donc, voilà, ça peut être non humain aussi, les éléments. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Par exemple, on ne développe pas les compétences psychosociales dans une configuration de classe. Voilà. S'il y a quelqu'un qui parle et puis les autres, ils sont assis à écouter, eh ben, c'est pas comme ça qu'on développe les compétences psychosociales. Il faut qu'il y ait une horizontalité aussi du positionnement des individus les uns par rapport aux autres. On a ça, par exemple, dans l'éducation thérapeutique ou dans la relation, l'alliance thérapeutique entre un professionnel de santé et un patient, voilà, où ils sont mis l'un à côté de l'autre. Voilà, il y a des dispositions spatiales qui peuvent jouer. Et ces éléments humains et non humains vont générer des configurations dites mécanistes, c'est-à-dire qui produisent des mécanismes qui eux-mêmes vont produire des effets à plus ou moins long terme. En gros, c'est représenté de cette manière-là. Vous avez en fait tout ça, d'ailleurs, toutes ces interactions, c'est ce que vous voyez dans les rouages bleus, en fait, ces interactions-là, vont être liées, en fait, à aussi ce que les gens amènent dans l'intervention. C'est-à-dire que vous allez avoir des bénéficiaires de l'intervention qui ont un sac à dos. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport à l'intervention aussi, qui leur est propre et qui est différent d'un individu à l'autre. Vous avez des intervenants qui ont un rapport à l'intervention aussi différent, un sac à dos qui va être différent donc, d'un intervenant à l'autre. Et puis, vous avez une histoire aussi collective dans cet espace-temps. Voilà. Dans une école où les élèves n'ont jamais le droit à la parole, bah, ça va être quand même très, très compliqué de mettre en place une action qui favorise l'horizontalité, le développement des compétences psychosociales, le recueil de la voix de l'enfant, etc., etc. Donc, ces éléments-là vont conditionner ce qui se passe, en fait, ces interactions sociales dans l'environnement et qui vont être liées à ces humains aux aspects non humains. Et c'est l'ensemble de ces interactions qui produisent des mécanismes d'effet. Concrètement, si je prends le sevrage tabagique, dans le sac à dos des individus, vous allez des bénéficiaires, vous allez avoir leur expérience intérieure d'arrêt du tabac qui va jouer. L'environnement individuel aussi qui va être plus ou moins facilitant si on a un conjoint qui fume ou qui fume pas ou qui arrête en même temps. Du côté des professionnels, vous allez aussi avoir des expériences différentes d'accompagnement au sevrage et donc des facilités ou au contraire des difficultés face à certaines situations. Une perception des freins et des leviers aussi pour le faire, le degré de formation aussi par rapport à l'accompagnement du sevrage tabagique. Par rapport à l'histoire de l'organisation, ou si c'est une intervention collective, etc., vous allez avoir des éléments qui vont jouer, qui vont être liés à la capacité à mettre en œuvre l'intervention, les ressources, les dynamiques d'équipe, est-ce que les gens se parlent, est-ce qu'ils s'aident, est-ce qu'il y a de la supervision, etc., etc. Au niveau des
des intervenants et des bénéficiaires, eux-mêmes, tous ces éléments historiques-là vont jouer en fait sur, par exemple chez les bénéficiaires, leur motivation intrinsèque ou extrinsèque à arrêter de fumer, leur connaissance préalable au risque pour la santé, l'état de santé aussi, est-ce qu'ils se sentent fatigués, pas fatigués, optimistes, pas optimistes, etc., etc. Du côté des intervenants, leur histoire collective et leur histoire personnelle par rapport à l'intervention va jouer sur la confiance en soi, sur les compétences, sur la motivation aussi. Et c'est le problème que l'on a avec, par exemple, les médecins généralistes, leur motivation à accompagner le sevrage tabagique, etc. Et puis du côté non humain, bah, ça va être toutes les dispositions spatiales que j'évoquais, mais ça va être aussi toutes les conditions de mise en œuvre et d'implémentation de l'intervention qui vont avoir évidemment un effet. Et ces éléments-là, mis ensemble et interagissant ensemble, vont jouer sur les mécanismes d'effet, c'est-à-dire ceux qui vont produire l'arrêt ou pas du tabac ou le maintien ou pas de cet arrêt du tabac. Du côté des intervenants, ça va être la motivation à délivrer les composantes de l'intervention, l'émulation, la capacité de persuasion, l'adaptabilité au public, etc. Et du côté des bénéficiaires, ça va être l'incitation à arrêter de fumer, la capacité à trouver un soutien social, la capacité à demander de l'aide, la résistance aux conséquences du sevrage, notamment aux troubles liés au sevrage, au craving, la capacité à mettre en œuvre les conseils pour éviter la rechute, etc., etc., qui sont des bons proxys, en fait, de l'arrêt du tabac. Mais l'arrêt du tabac peut être facilement évalué. En fait, le système interventionnel, il apprend, il s'adapte, il se transforme et change dans le temps. Il permet de prendre en compte toutes ces interrelations et donc de caractériser la cascade d'effets, l'explication des mécanismes. L'enjeu, c'est vraiment ces mécanismes d'effet. Comment est-ce qu'on définit ces mécanismes? C'est un élément de raisonnement ou de réaction d'un agent, qui peut être un individu, mais ça peut être aussi une collectivité, par rapport à une intervention, elle-même productive d'un résultat dans un contexte donné. Donc, c'est vraiment la réaction d'une personne. Je me sens efficace, je me sens capable, j'ai l'impression que je peux mobiliser telle et telle personne, etc., etc. C'est ça qu'on va essayer de générer. Et évidemment, ce n'est pas les mêmes techniques de changement de comportement et ça ne se fait pas dans les mêmes contextes. Il y a des contextes qui vont être facilitants, il y a des contextes qui vont être limitants. Alors, qu'est-ce qu'on transfère? Du coup, ça réduit quand même vraiment nos chances d'obtenir un résultat en dupliquant des interventions clés en main. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'on prend en compte cet enjeu de transférabilité, en fait, on essaie de prendre en compte ce système-là. On essaie de répertorier tout ce qui va agir ensemble pour favoriser l'effet. Là, je vous montre un exemple très macro pour le coup, mais qui est en fait l'explication des effets sur la santé du changement climatique. Ben, en fait, la transférabilité, c'est quoi? Analyser la transférabilité, c'est comprendre comment tout ça agit pour pouvoir faire les bons choix de ce qu'on transfère et ce qui peut être complètement adapté, recréé, en fait, dans, dans le nouveau contexte. Pourquoi? Parce que si on ignore certaines composantes, si on ne prend pas en compte le caractère systémique, en fait, de ces éléments-là, par exemple, là, je supprime les mesures liées au transport et à la planification urbaine, et ben en fait, ça désagrège la transférabilité. Parce que ces mesures-là, elles vont agir sur plein d'éléments qui eux-mêmes interagissent sur d'autres éléments. Ça, c'est la prise en compte de la transférabilité, c'est-à-dire la mesure dans laquelle les effets d'une intervention dans un contexte donné peuvent être atteints dans un autre contexte. La mesure. Comment ça marche, en fait? C'est ça la vraie question. C'est pas qu'est-ce qui marche, c'est comment ça marche, dans quelles conditions ça marche. C'est très différent de l'applicabilité, où là, c'est la mesure dans laquelle les processus d'une intervention dans un contexte donné peuvent être mis en œuvre dans un autre contexte. Où là, on est sur les questions de faisabilité. Et très souvent, on est sur ça. On a une intervention clé en main, puis on se dit, bon, comment je vais... Voilà. Est-ce que je peux l'appliquer dans tel ou tel machin? Non, je ne peux pas. Ah, ben, je vais mettre des moyens pour l'appliquer au forceps. Ça, c'est l'applicabilité. La transférabilité, c'est pas ça. C'est j'ai une intervention qui fonctionne. Est-ce que j'essaie de comprendre comment elle fonctionne? Quels sont les éléments clés, les fonctions clés, et comment je peux reproduire ces fonctions clés dans un autre contexte. Voilà. Ces ingrédients interventionnels clés dans un autre contexte pour reproduire les mêmes mécanismes. Si le mécanisme, c'est de favoriser le sentiment d'auto-efficacité dans son arrêt du tabac, de pouvoir appeler à l'aide quand on a l'impression qu'on va flancher, ben voilà,
comment je reproduis ça dans le cadre de l'éducation thérapeutique, dans le cadre d'une action collective en milieu scolaire, dans le cadre du colloque singulier avec le médecin ou avec le pharmacien dans le cadre des bilans de prévention, etc., etc. En fait, c'est le rapport, l'analyse de la transférabilité, c'est le rapport entre ce que l'on va tirer d'éléments vraiment clés dans un contexte primaire où on a démontré l'efficacité, à un contexte dit fille, en fait, un contexte secondaire, où on va finalement reconsidérer le positionnement de ces ingrédients clés et essayer de favoriser la reproduction des mécanismes clés qu'on a observés dans le premier contexte. Donc l'enjeu, pourquoi j'ai fait cette précision autour de principes, fonctions clés et formes tout à l'heure, c'est vraiment là. C'est-à-dire on enlève la question des principes, hein, informer, éduquer, interdire, voilà, ça c'est les principes. Les fonctions clés, ça fonde l'efficacité de l'intervention quand elles sont d'ordre interventionnel. C'est ce qui doit être évidemment transféré. C'est lié donc aux modalités d'intervention, mais aussi aux facteurs contextuels. Par exemple, on a mis en place dernièrement une évaluation du programme JAFA, Jardins familiaux aux Antilles, qui est un programme de réduction des risques d'exposition à la chlordécone qui favoriserait le cancer de la prostate. Quand Santé publique France nous a demandé d'évaluer ce programme-là, ils nous ont demandé d'évaluer l'effet du programme. Mais nous, on est allé regarder quels éléments du contexte favorisaient ou pas l'effet du programme. Et on s'est rendu compte que, par exemple, quelles que soient les mesures de réduction des risques qui étaient promulguées auprès de la population, il n'y avait pas accès aux produits non contaminés, aux fruits et légumes non contaminés, parce qu'ils sont trop chers. Et ils sont trop chers aux Antilles parce que les zones agricoles qui sont préservées, qui utilisent les mesures de réduction des risques d'exposition à la chlordécone, sont trop petites par rapport à ce que la consommation locale exigerait. Donc, les produits sont chers. Et donc, cet élément contextuel, il a été analysé. Il était majeur, en fait, dans l'effet du programme. Et donc, ça a donné lieu en matière de recommandation à ouvrir un peu le numérus de parcelles faisant l'objet de production de fruits et légumes destinés à la vente locale, de manière à desserrer les prix autour de ces fruits et légumes. Voilà à quoi peut servir cette analyse contextuelle. Et évidemment, les modalités d'intervention des facteurs contextuels vont générer ces mécanismes. Et en fait, ce que l'on veut, c'est reproduire ces mécanismes. Et ça peut être fait en modifiant quand même de manière considérable les choses, en ayant compris comment dans une intervention ça fonctionnait. Et donc, ça permet de ne plus être dans l'utopie de la duplication des interventions clés en main qu'on n'arrive pas aujourd'hui à déployer. Je vous disais que je m'inscrivais à contre-courant, hein. Euh, donc, en pratique, parce que là, vous allez me dire, OK, très bien, et puis il ne nous reste pas si longtemps que ça. Comment on fait, en fait? Comment on fait quand on est un acteur de terrain? Eh ben, il faut essayer de décortiquer la boîte noire des interventions et de comprendre ce qui a pu jouer, ce qui a généré les faits dans le contexte dans lequel elles ont été expérimentées. De déterminer ces fameuses fonctions clés. Comment est-ce qu'on fait ça? La première étape, comme évoqué tout à l'heure, hein, je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, la première étape, c'est d'abord que faire? Voilà, je veux réduire l'initiation au tabagisme en milieu scolaire. Bon, que nous dit la littérature? C'est donc aller chercher déjà ce que nous dit la littérature avec cet entonnoir que j'évoquais, hein, qui a été pratiqué dans le tabac d'eau. D'abord, dans ma population spécifique, dans mon milieu spécifique, on peut utiliser notamment une méthode qui s'appelle PICO, hein, population, type d'intervention, comparaison, donc c'est plutôt lié au contexte, voilà. Et puis le résultat, qu'est-ce que ça a provoqué en fait cette intervention-là, avec des indicateurs qui ont du sens. Essayer de repérer, et puis si on ne trouve pas, évidemment, dans la question très précise que l'on a, on peut élargir, 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 comme ça a été fait dans le Tapado. Donc là, on a une liste, en fait, d'interventions, et ça peut être repéré dans la littérature scientifique ou la littérature grise. Donc, vous avez des bases de données scientifiques qui peuvent être mobilisées. Les documentalistes de certains centres de prévention, associations de prévention, sont en capacité de faire cette étude-là. Évidemment, les publications sont en anglais. Vous avez aussi les bases généralistes, hein, j'évoquais la base Cochrane, etc. Et puis, vous avez de la littérature grise aussi, avec parfois des évaluations solides, pas de recherche, mais solides, avant, après.
comme la base de données Oscar, mais aussi le registre des données probantes, etc., etc. Là, c'est plutôt de la littérature scientifique, un peu comme Cochrane. Et donc, à chaque fois, on essaie d'identifier, on répertorie comme ça des interventions en disant, bah, est-ce que ça s'applique à ma population? Est-ce que c'est faisable dans ma population? Est-ce que ça a été évalué et qu'est-ce que ça a produit comme résultat? Et puis, est-ce que ça semble rigoureux comme évaluation? Est-ce qu'il y a un avant-après à minima? Et puis, est-ce que l'intervention est décrite? C'est-à-dire, est-ce que je suis en capacité d'analyser les fonctions clés? Sinon, c'est juste un principe. Et Santé publique France publie régulièrement des éléments qui décrivent aussi fin qu'ils le peuvent des éléments de certaines interventions. Là, vous avez par exemple un exemple sur les enfants de moins de 5 ans, voilà, les interventions qui favorisent le développement des compétences psychosociales chez les enfants de moins de 5 ans. La deuxième étape, c'est comment j'intègre ça, comment j'analyse la transférabilité, comment j'identifie justement ces composantes clés, ces éléments clés. Et donc, ces éléments clés peuvent être liés à la nature de l'intervention elle-même, c'est les ingrédients en fait, à parfois la dose d'intervention, c'est-à-dire l'ampleur en fait de l'intervention, et à la dose réponse, c'est-à-dire la capacité des publics à être réceptifs, en fait, pour prendre vraiment une terminologie à la Victoria, c'est-à-dire qui vient du domaine biomédical, la capacité des publics à être réceptifs. Vous pouvez utiliser plusieurs outils pour ça. Je parle de celui-là, mais il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus pour analyser la transférabilité, qui est l'outil Aster. En gros, pour aller très très vite sur l'outil Aster, c'est une checklist d'éléments qui peuvent être répertoriés pour décrire les interventions. Voilà. Vous avez sur la nature de l'intervention le type d'intervention et la pertinence par rapport aux besoins réels. Sur la dose d'intervention, vous avez toutes les modulations possibles d'implantation d'intervention. Par exemple, le suivi ou non du protocole initial, la taille du groupe, les procédés incitatifs utilisés pour la participation, les processus de formation, d'accompagnement. C'est vraiment tout ce qui est autour de l'implémentation en fait, de l'intervention. Et cette implémentation, elle n'est pas à négliger parce que en fonction de l'acceptabilité par les intervenants de l'intervention considérée, eh ben, vous pouvez avoir vraiment une diminution de l'efficacité. Là, c'est un exemple que je donne très souvent sur l'activité physique, où une intervention évaluée sous mode expérimental a été déployée dans tous les centres de santé américains. Et on est passé vraiment d'une efficacité de 40% à une efficacité de 0,4%, vraiment quasi nulle. Parce que, en fait, à chaque fois, il n'y avait pas les procédés incitatifs, il n'y avait pas la formation. À chaque fois, des niveaux d'implémentation différents qui manquaient. Et ben, du coup, l'intervention s'est désagrégée. Elle n'était plus du tout la même. Et évidemment, l'effet n'était plus le même. Et puis après, vous allez avoir tout ce qu'on pourrait appeler les facteurs liés à la dose-réponse. C'est la présence et la nature de facteurs présents dans l'environnement ou spécifiques aux bénéficiaires. Donc l'environnement, c'est le contexte. Ou spécifiques aux bénéficiaires, qu'on pourrait qualifier aussi de contexte, hein, parce que les gens, avec quoi ils viennent, leur sac à dos, leur histoire, ça fait partie du contexte. Et donc là, il y a 6 familles d'éléments qui sont identifiés dans Aster. C'est les facteurs intrinsèques qui réduisent l'effet de l'intervention, qu'on appelle antagonistes. Les facteurs qui vont augmenter l'effet, les synergiques. Le besoin du bénéficiaire quant à l'intervention, c'est-à-dire est-ce qu'il a l'impression qu'il a besoin de ça, en fait, est-ce que ça répond à un besoin? Ça favorise notamment la motivation intrinsèque. La présence ou non d'autres interventions qui elles-mêmes peuvent être antagonistes à l'intervention ou synergiques à l'intervention, peu importe si elles ont eu lieu avant ou pendant l'intervention qu'on souhaite mettre en œuvre. Les cofacteurs nécessaires dans la chaîne causale, j'évoquais tout à l'heure le prix des fruits et légumes dans les Antilles, des fruits et légumes non contaminés dans les Antilles, bah, c'est un facteur, c'est un cofacteur pour l'adhésion aux recommandations de réduction des risques. Et puis la présence ou non d'événements externes synergiques. Je ne vais pas aller dans le détail sur ça. Je vous invite vraiment, elle est publique, hein, cette grille, vous pouvez la trouver sur Internet, donc je ne vais pas aller dans le détail. Vous avez d'autres modèles, vraiment, je vous les donne pour information, deux en particulier. Le modèle Piet, qui date de 2018 et qui retrace un peu, mais différemment d'Aster, donc avec sa structuration PIET, qui retrace tous les éléments qui peuvent être pris en compte, soit pour décrire des interventions ou à regarder comme potentiel facteur d'influence de l'effet des interventions. Vous avez aussi un autre modèle, mais qui est difficile, qui est plutôt un modèle utilisé dans la recherche, qui s'appelle FIC, Fonction, Implémentation, Contexte, je crois, qui a été produit par le laboratoire, un laboratoire à Toulouse et qui est plutôt utilisé dans la recherche, mais qui permet justement d'analyser la transférabilité de l'intervention. Tout ça pour retenir que, en fait, la transférabilité des interventions,
Analyser la transférabilité d'une intervention, c'est analyser les fonctions clés. C'est se poser la question des fonctions clés, de manière à pouvoir dire, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est augmenter, par exemple, la capacité des élèves à résister à une proposition de consommation d'alcool qui dépasserait les recommandations. Quelles sont toutes les techniques qui favorisent ça? Et comment ces techniques, elles peuvent être implémentées dans mon contexte? Je suis en milieu festif, je suis en milieu scolaire, je suis dans le cadre d'un foyer de jeunes, etc., etc. Je suis avec des jeunes qui n'ont jamais été initiés à l'alcool, avec des jeunes qui ont l'habitude de consommer dans un cadre festif, avec des jeunes qui ont plutôt l'habitude de consommer en petits groupes, etc., etc. Et donc de voir quelle forme en fait ça va prendre en fonction de ces éléments contextuels pour préparer l'adaptation de l'intervention. Concrètement, ces facteurs d'influence de la transférabilité vont être liés à l'intervention, vous voyez, pour une petite partie d'entre eux, beaucoup au contexte, un contexte lié aux intervenants, aux personnes et à l'environnement spatial. Et c'est l'ensemble des deux qu'il va falloir décrypter pour pouvoir assurer la flexibilité et la faisabilité de l'intervention. Évidemment, ça, vous ne l'aurez pas dans la littérature. Mais ce n'est pas gênant, là aussi, dans la démarche probante, parce que la démarche probante, c'est aussi une démarche d'intelligence collective. Vous allez avoir quelques éléments dans la littérature. Et à partir de là, par le biais de séminaires, de groupes de travail avec les professionnels, avec peut-être des spécialistes, tabacologues, psychologues, etc., une approche un peu pluridisciplinaire et qui réunit des acteurs de terrain aussi qui ont l'expérience du contexte, de pouvoir décrypter ça et dire, mais à votre avis, ça marche comment ça? Ça produit quoi? Et puis là, dans ce contexte-là, quelle forme ça pourrait prendre en fait? Et c'est ça qui permet de construire en fait une intervention fondée sur les preuves. Identification des fonctions clés un peu dans la littérature, mais surtout intelligence collective pour transformer ça en modalité d'intervention dans un contexte particulier. C'est repérer la littérature, les éléments clés issus de l'expérimentation, mettre en miroir ces éléments avec la pratique, avec le contexte, avec une interprétation de ces éléments, d'où une convocation parfois pluridisciplinaire, des psys, voilà, des gens qui ont l'habitude d'intervenir sur tel ou tel sujet, etc., pour déterminer ce qui doit être transféré et ce qui peut être adapté. À chaque fois, les deux questions à se poser, c'est qu'est-ce que l'on cherche, que cherche-t-on à atteindre? Qu'est-ce que l'on veut créer comme réaction, en fait? Et qu'est-il possible de faire? C'est ça, en fait, la démarche probante. C'est ce qui a été fait, notamment dans le guide Tabado 2, pour justement accompagner la transférabilité de l'expérimentation Tabado. Vous avez quelques éléments sur cette question de la transférabilité qui est vraiment l'enjeu majeur de la démarche de prévention fondée sur les preuves. Dans un document de cadrage, par exemple, qui a été produit par l'ARS et par l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez quelques éléments justement pour analyser la transférabilité et un recueil d'outils qui permettent ça. En conclusion, la question de la transférabilité, elle se prend en compte lors de la construction d'une intervention primaire, quand vous allez évaluer vous-même vos interventions, dans la conception et la mise en œuvre, mais dans le reporting, essayer de rendre visibles ces éléments clés, ces mécanismes, ce qui est attendu et quels sont les éléments du contexte qui ont pu jouer. Et lors du choix et l'adaptation d'une intervention, en analysant la capacité de l'intervention à obtenir dans un nouveau contexte et à surtout anticiper les évolutions, les adaptations nécessaires pour reproduire ces mécanismes clés que l'on souhaite voir apparaître, en fait. Donc, et cette question de transférabilité, elle doit être évidemment intégrée dans le modèle classique de planification. Vous savez que quand on conçoit une intervention, on fait le triptyque besoin, demande, réponse. Ben, en fait, c'est dans l'analyse des réponses que l'on introduit la démarche probante. Qu'est-ce qui existe ailleurs? Que nous dit la littérature sur ce qui fonctionne? Est-ce qu'on a des éléments à granularité fine? Si on ne les a pas, qui on réunit autour de soi pour essayer de comprendre ça et pouvoir implémenter une nouvelle intervention? Après, évidemment, ça, c'est la démarche un peu théorique, mais il y a évidemment des déterminants de la décision. On n'applique pas toujours les choses, on ne peut pas toujours faire les choses de cette manière-là. Et évidemment, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Déjà, bah, est-ce que les données sont probantes? Voilà, ça c'est tout l'enjeu c'est tout l'objectif de cette présentation-là. Mais c'est aussi, est-ce que on a envie, en fait, de mettre en place ces interventions? Comment on a envie de mettre en place ces interventions? Est-ce qu'on peut maintenir dans le temps la mise en œuvre de ces interventions? Et puis surtout, n'oubliez pas, parce que c'est vraiment l'enjeu de demain en matière de prévention, c'est est-ce que je peux pas agir en amont? Voilà, on est toujours dans une logique de prévention individuelle et comportementaliste. Est-ce que je peux pas agir en amont? Voilà, très clairement, l'exemple Jaffa, jardin familial que je vous expliquais tout à l'heure. Finalement,
les mesures que l'on a préconisées à l'Agence régionale de santé et à Santé publique France, ce sont surtout des mesures structurelles, moins des mesures de communication auprès de la population qui finalement étaient assez bien informées sur le sujet depuis quelques années, mais qui étaient face en fait à des problématiques structurelles d'adoption des mesures de recommandation, des recommandations de réduction des risques à la chlordécone. Je vous remercie. Je vais arrêter là parce que je vois que le temps file. Je voulais juste vous dire un tout petit mot sur le fait que cette stratégie probante, elle est aussi confrontée à un certain nombre de freins. Là, évidemment, vous êtes un public, j'imagine, acquis si vous vous êtes inscrit à ce webinaire-là. Mais la question de la démarche probante, ce n'est pas une démarche si facile que ça à implémenter dans les structures et les organisations, en raison des difficultés de production de preuves, de lisibilité de la preuve, des caractéristiques des données que j'évoquais tout à l'heure, des freins qui sont liés aux utilisateurs de formation, mais parfois même philosophiques. On a l'impression qu'on va être déshabillé de sa propre expertise parce que l'on va intégrer des choses qui viennent d'ailleurs, des freins qui sont liés aussi au système, et il faut le dire quand même aujourd'hui en France, à l'incapacité que l'on a à favoriser le rapprochement de la science d'un côté, de la décision et de la pratique. On a trois arènes, en fait, qu'on a vraiment du mal à réunir autour de cette démarche de prévention, mais on est dans le début de cette démarche probante en prévention, mais on est dans le début en fait de cette démarche et ça ne pourra que s'améliorer. Merci beaucoup de votre attention. Alors, euh, alors, une première question, c'est une question qui a été posée euh, par un médecin généraliste en libéral. Euh, Quel est l'intérêt de la prévention ciblée slash dépistage ciblé, c'est-à-dire le public cible? Doit-il être restreint en fonction du terrain ou symptômes évocateurs? Bien sûr, tout dépend du dépistage, mais pour les cancers du poumon ou l'AOMI. Je ne sais pas si cette question est compréhensible. Quel est l'intérêt de la prévention ciblée, si je peux dire? Alors là, vous évoquez, je ne sais pas du tout, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question, donc je ne sais pas si je vais répondre à côté ou pas, mais là, il est évoqué donc une pratique clinique préventive qui est le dépistage. Alors moi, j'étais plutôt sur prévention primaire dans mon propos, au moins sur, il y a d'autres sujets autour de dépistage, enfin prévention secondaire. Quel est l'intérêt de la prévention ciblée? Alors, quel est l'intérêt de la prévention ciblée? Là, j'entends dépistage ciblé, puisque Oui. c'est l'exemple qui est évoqué, c'est celui du dépistage. Lorsqu'on décide de mettre en place une politique de dépistage, on utilise trois indicateurs. Le premier, alors c'est très loin du coup ce que je vais évoquer de ce qu'on vient d'évoquer là, mais on utilise trois indicateurs. Un premier indicateur, c'est la sensibilité du dépistage, sa capacité à ce que les gens dépistés positifs soient positifs. Enfin, soit malade. La spécificité, la capacité que les négatifs soient négatifs, en fait. Et on utilise aussi la valeur prédictive du dépistage qui peut être positive ou négative. Et la valeur prédictive du dépistage, ça c'est très important pour déterminer si, par exemple, dépistage organisé en population générale ou pas. Enfin, dépistage organisé, dépistage en population générale ou pas et aussi toute la chaîne post-dépistage, c'est-à-dire les examens complémentaires, l'annonce, qui annonce, machin, tout ça et tout. Et ça dépend en fait de la valeur prédictive, positive ou négative du dépistage. Et cette valeur prédictive du positive ou négative, elle est liée à la prévalence de la maladie dans la population. En gros, dans une population où il y a une possibilité de forte prévalence de la maladie, si le dépistage est positif, il a une valeur prédictive positive. Dans une population où la prévalence est faible, il va avoir une valeur prédictive négative, c'est-à-dire qu'il y aura plus de faux négatifs. Si il y a beaucoup de faux négatifs, ça crée du bruit en fait, ça crée parfois des examens complémentaires qui peuvent être en plus enfin, générer des effets délétères, sans compter les facteurs psychologiques. Parfois même, il n'y a pas d'examen complémentaire, donc il y a une prise en charge qui est inadaptée, puisque c'est un négatif en fait. Donc il y a une prise en charge qui est inadaptée et donc qui est délétère par construction. D'où l'intérêt d'avoir par rapport à cette valeur prédictive des populations ciblées, de pas mettre en place du dépistage chez tout le monde. Voilà. J'essaie de répondre, je ne sais pas si j'ai répondu du coup, mais Je, j'essaie de répondre par rapport à l'exemple. Ensuite, la prévention ciblée, bah, c'est un peu la même logique, c'est-à-dire que lorsque l'on met en place donc
donc si on est en prévention primaire, une campagne de vaccination pour tout le monde, c'est que on pense qu'il y a une forte prévalence de la maladie chez tout le monde. Et donc que le rapport bénéfice-risque de la vaccination, il est positif. Parce que, par exemple, injecter un produit, on regarde le rapport bénéfice-risque. Ça pourrait d'ailleurs être pareil en prévention. Il y a des actions de prévention qui peuvent générer des effets délétères. On a du mal à les quantifier aujourd'hui parce que c'est assez peu analysé. Mais on pourrait avoir la même logique de se dire, mais en fait, ce sujet-là, on va plutôt l'aborder avec telle population parce que de toute façon, elle a une telle propension à être malade que le rapport bénéfice-risque qui sera favorable. Voilà. Mais je dis ça, c'est des choses dont on ne discute pas trop en prévention primaire. Donc je le dis vraiment par extrapolation avec la prévention secondaire, un peu dans la même logique, en fait. Le but, c'est d'essayer de faire le moins de mal possible, en fait. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. La seconde question est de comment est-ce qu'on peut accompagner les acteurs de terrain, les associations qui n'ont pas eu justement cette formation, cette culture des actions probantes en termes opérationnels pour justement déposer des Ouais. projets dits probants. Alors, il y a plusieurs possibilités qui méritent d'être mises à l'agenda parce qu'aujourd'hui, les acteurs de terrain sont dans l'injonction à l'utilisation des données probantes. Ils ne sont pas accompagnés pour le faire. Ils sont menacés presque de le faire parfois. Sinon, ils ne sont pas financés et tout. Donc, on est vraiment dans une situation qui est très éprouvante pour les acteurs de prévention. Plusieurs manières. La première chose, c'est déjà de fournir l'accès à des éléments. Tout à l'heure, je vous ai montré les bases de données. On ne va jamais demander à un acteur d'aller sur PubMed. Voilà. Ça requiert, PubMed, c'est une base de données scientifique, plutôt d'ailleurs à consonance biomédicale. Euh, c'est impossible de s'y retrouver sans une formation de recherche. Donc, très clairement, il va falloir qu'il y ait des traducteurs, en fait, dire des organisations qui font le travail de recherche et qui produisent des recommandations. C'est l'objet de Santé publique France de faire ce travail-là. Certains acteurs de seconde ligne le font aussi à leur niveau, en fait, évidemment pas avec toute l'infrastructure dont peut disposer Santé publique France, mais certains acteurs de seconde ligne essaient de rassembler des données et de faire des policy briefs, des outils comme ça de vulgarisation, de transfert de connaissances sur le sujet. Certains laboratoires de recherche le font sous impulsion d'opérateurs publics comme les agences régionales de santé sur certaines thématiques et essaient de le rendre accessible, mais c'est vrai que les laboratoires de recherche, c'est pas leur métier à la base de faire ça. Ils le font dans un objet de recherche, mais ils ne le font pas en routine, en fait. Donc, il y a un travail, le premier élément, mais ça dépasse du coup les acteurs de seconde ligne, c'est les politiques en fait, les institutions qui devraient organiser ça, c'est de favoriser un enfin, et puis compréhensible de ces données pour les acteurs sous forme d'outils de transfert de connaissances. En fait, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est la formation aujourd'hui des professionnels de prévention, qui est clairement pas sur ces enjeux-là, à part quelques formations. Voilà, quand je parle de la formation, c'est universitaire, hein. Après, il y a des formations locales qui sont mises en place d'ailleurs par les acteurs de terrain, plutôt les acteurs de seconde ligne. Mais au niveau universitaire, on a un petit mea culpa à faire quand même, c'est-à-dire que les formations dédié à la prévention, qui s'appelle pas forcément prévention, hein, santé publique, etc., management des politiques de santé, bah, il y a très peu de choses. Bah, ce que je viens de vous expliquer là, au cours d'une heure et demie, c'est pas du tout c'est très peu dans les programmes. Moi, quand je suis arrivée à l'Université de Bordeaux, très clairement dans la formation du Master 2 promotion de la santé, s'y était pas. Bah, il a fallu revoir tout ça et on l'a mis. À la fois sur cette démarche probante, mais aussi sur les modèles théoriques sous-jacents, pardon, à l'élaboration des actions de santé. Voilà. Donc la formation universitaire, mauvais élève, et qui doit se restructurer par rapport à ça pour que les futurs professionnels soient formés en fait à ces enjeux-là. Troisième niveau, c'est la formation plus locale, voilà, la formation continue. Et là, c'est vrai qu'il y a un enjeu pour les acteurs de seconde ligne, ceux qui accompagnent les acteurs de terrain, à se former et à devenir formateurs en fait de ces questions-là. Mais là aussi, ça se structure et ça se soutient. Ça ne peut pas être fait, voilà, la plupart sont statut associatif. Tout ça, c'est un coût en fait. Et donc, si aujourd'hui les autorités publiques veulent que cette démarche elle prenne, bah, il va falloir qu'ils structurent en fait cette offre de formation et qu'ils soutiennent les acteurs de seconde ligne à pouvoir le faire. Et puis le troisième niveau,
bah, c'est l'accompagnement, quoi. Vraiment à proprement parler, c'est-à-dire, évidemment, je vous ai décrit une démarche un peu idéale, y compris de recréation d'interventions basées sur les données probantes. Moi, c'est celle que je privilégie toujours par rapport aux interventions dites validées. Et voilà, donc je pense qu'on va en revenir de ce sujet-là quand on verra que ça ne marche pas. Eh ben, parfois, ça s'accompagne au long cours parce que c'est complexe, parce que la littérature, elle donne très peu d'éléments et que du coup, il faut aller chercher des éléments complémentaires. Et c'était tout l'enjeu du rapport CERESP que j'avais piloté en 2015, les centres de recherche et d'expertise en santé publique, avec l'idée d'avoir un CERESP par région qui permette cet accompagnement-là. C'est-à-dire, un CERESP, c'est le mariage à la fois d'opérateurs de recherche qui sont capables d'aller chercher des éléments et de les mettre pour nourrir en fait les acteurs, mais aussi d'organiser avec les acteurs des espaces comme ça de travail en fait pour concevoir de nouvelles interventions basées sur les données probantes. Donc alors de plus en plus, hein, il y en a. Au niveau national, ça n'a pas été déployé, mais au niveau régional, les acteurs se sont mobilisés, les acteurs de recherche et de prévention se sont mobilisés. Donc on en a. Nous, on est en train d'en monter un en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Altaïr. Il y a eu Cassiopée avant, mais voilà, qui était plus sur les données de santé. Altaïr sur les questions de prévention qui est en train de se structurer. Il y a APRIS, pardon, sur les inégalités sociales de santé dans la région de Toulouse, le centre IG à Clermont-Ferrand, Épidore sur la prévention primaire des cancers à Montpellier, à l'EHESP, je ne sais plus son nom, mais il y a une structure comme ça qui est en train de se mettre en place. Et puis Bourgogne-Franche-Comté, je crois, ils ont aussi une structure comme ça. De tête, j'ai ces structures-là. Il y en a sûrement d'autres qui sont soit en gestation, soit qui existent. Et puis, j'ai pas forcément la cartographie en tête, mais ça se fait de plus en plus. Mais là aussi, il faut des moyens pour. Il faut des moyens et ça fait le Mm. lien avec une question qui vient de juste d'être posée dans le chat. N'y a-t-il pas une contradiction à bénéficier de financements précaires entre guillemets, car annualisés avec des réponses à mi-année passée, et donc imposer de la production de données probantes, enfin, ces données probantes vont sans doute se révéler sur plusieurs années. Voilà. Complètement. Complètement. Là, on voit qu'on est dans un espèce de discours complètement contradictoire où on demande aux acteurs de se rassembler pour coopérer alors qu'ils sont en compétition dans les appels à projets. C'est des financements annualisés qui arrivent généralement en plus à la moitié de l'année. Il faut 6 mois pour mettre en place les trucs parce que sinon il faut rendre l'argent. Des financements tout petits aussi, c'est-à-dire qu'on demande aux acteurs d'aller chercher des probantes, de construire les choses, d'évaluer. Mais tout ça avec 20 000 euros et de mettre en place l'intervention avec 20 000 ou 30 000 euros, je ne sais pas quelle est la moyenne des financements pour les actions de prévention, mais très clairement, on voit que c'est pas possible. Et donc, c'est clairement, il y a une contradiction, et il y a un travail à faire du côté des autorités publiques à se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, soit j'exige de la qualité. Après, on redéfinit ce qu'on appelle la qualité, de l'efficacité et tout. Mais ça veut dire que je mets les acteurs ensemble parce que chacun tout seul ne va pas y arriver. En fait, on voit bien, hein, il y a besoin de se rassembler autour de ça. Donc, ça veut dire que je ne les mets pas en compétition. Ça veut dire que peut-être on réfléchit à trois, quatre grands enjeux et puis on mobilise les acteurs d'une même discipline, d'une même thématique à travailler ensemble sur un programme concerté. On mobilise les équipes de recherche à les accompagner. Enfin voilà, structurellement, il y a une réforme à faire. En fait, on est en plein dans les mots refondation là, mais il y a une vraie refondation à faire en matière de prévention. On ne peut pas, avec les mêmes outils d'hier, faire du demain. Voilà, ça, c'est pas possible. Très clairement, c'est pas possible. Oui, moi je comprends et ben, enfin, vous avez répondu à la question. Parce qu'il y avait une question, c'était comment faire quand le projet dispose d'un très faible budget et de faibles ressources humaines dans cette démarche probante. Faut pas faire. Faut pas faire. Il faut plaidoyer qu'il faut pas faire, qu'on ne peut pas faire. Voilà, pour le coup, il D'accord. ne faut pas se laisser imposer ce genre de choses. Voilà. Et ils sont capables de le comprendre hein, en agence régionale de santé. À un moment, ça va. Voilà, ils vont bien voir que ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Parce que je sais qu'il y a toute une politique en ARS de déploiement de programmes probants, mais je pense que assez rapidement, ils vont voir que ça ne peut pas fonctionner. En tout cas, à structure constante. D'accord. Nous avons une deuxième question dans le chat. Alors là, c'est un peu plus sur la qualité des sources dans cette démarche de rechercher les données.
comment savoir si nous avons des données dites de qualité et aussi des conflits d'intérêts. Donc là, je pense aussi sur les sujets alcool, tabac. Oui. Euh, comment est-ce qu'on peut le savoir? Oui. Alors, ça, pour le premier niveau de la question, il y a un peu des règles. Alors, évidemment, vous n'allez pas faire une analyse de la qualité comme on fait dans une lecture critique d'articles pour établir des recommandations à la haute autorité de santé, ça c'est sûr. Mais il y a deux, trois règles quand même sur les sources. Sur les sources de données. Donc, il faut privilégier évidemment, si vous voulez aller voir de la littérature scientifique, vous faire accompagner par un documentaliste universitaire ou par un documentaliste un peu chevronné de certaines structures de seconde ligne pour aller chercher ce qu'il faut. Sinon, vous allez avoir beaucoup de bruit et des choses qui sont pas toutes de la même qualité. Ça, c'est pour les types de données, donc plutôt des bases de données scientifiques, pas n'importe quelle base de données. Deuxièmement, plutôt privilégier ce qui a déjà été analysé par des institutions comme Santé publique France, comme la Haute Autorité de Santé, comme l'OFDT, comme voilà, il y a quand même un certain nombre d'organisations thématiques ou généralistes qui produisent énormément de choses sur des thématiques des populations. Donc, ils ont déjà fait le travail. Ce sont des organisations qui sont solides. Vous avez aussi beaucoup de choses à l'international, hein, de l'Organisation mondiale de la santé qui produit très très régulièrement des dossiers d'évidence, des bases de données qui viennent de l'étranger comme EvitNet, qui est européenne, et donc je crois traduite en français, et le NICE, qui est anglo-saxon. Voilà, vous avez quand même accès, il n'y a pas que des bases de, de littérature scientifique, il y a aussi des bases de recension d'actions probantes, comme essaie de le monter Santé publique France, mais à l'étranger. Donc voilà, il y a les synthèses d'évidence de l'OMS, les institutions françaises voilà, qui sont reconnues, qui ont pignon sur rue. Qui du coup ont aussi une logique d'analyse de la transparence en fait des données. Euh, Après, sur la nature des données elles-mêmes, ça revient un peu à Pico que j'évoquais tout à l'heure. C'est pour être sûr que ça tienne la route, que ce soit un peu de qualité, il faut qu'il y ait un comparateur. C'est-à-dire que si on vous dit c'est efficace alors que, il y a plein de facteurs de confusion parce qu'il n'y a pas eu de comparateur avec une autre population. Alors, c'est pas forcément d'ailleurs une expérimentation avec un groupe contrôle. C'est pas forcément ça. Ça peut être une comparaison avec d'autres données. Par exemple, nous, on a mis en place une évaluation d'un programme néo-aquitain sur alcool et tabac. On n'avait pas de bras contrôle parce que ça n'avait pas de sens en fait méthodologiquement par rapport au design qu'on voulait mettre en place et puis c'était pas faisable. Mais par contre, on a comparé les données avec des études nationales portant sur l'initiation à l'alcool et au tabac, qui est l'étude en classe. Voilà. Un comparateur, c'est une comparaison de données. Donc, ce n'est pas forcément un bras contrôle, hein, j'entends. Donc, il faut qu'il y ait quand même des éléments de comparaison. Si c'est que la population, il peut y avoir plein de... Si vous avez les données que sur une population, ce n'est pas comparé, il y a plein de facteurs de confusion qui peuvent réduire évidemment la qualité des données. Et puis évidemment, il faut un avant-après, quoi. C'est un peu la base, en fait. Si on ne sait pas la situation d'avant et qu'on mesure la situation d'après, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà un peu les grands principes. Donc, site institutionnel, base institutionnelle, production déjà faite par des institutions crédibles et donc qui check les questions de liens d'intérêt. Et puis, sur les expérimentations elles-mêmes que vous regardez, bah, un comparateur avant-après, puis si possible avec une population différente. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire. Après, sur la question des liens d'intérêt, bah, c'est toujours quelque chose de compliqué. L'idéal, ça serait surtout dans des revues où vous voyez que, enfin, des articles où vous voyez que c'est quand même un peu bizarre. Généralement, on est un peu alerté par le truc, on se dit ça défie un peu la logique. Bah, après, sur Internet, vous voyez assez rapidement. On est tous sur Internet, hein, il n'y a plus de vie. Donc, il suffit de taper le nom de l'auteur et puis enfin, assez rapidement, on va avoir des choses, quoi. Alors, là, c'est plus un commentaire de la même personne qui a posé justement sur ce financement précaire annualisé. La RS Aquitaine est la seule de France à imposer donc Altaïr dès 2024 avec des enjeux financiers très clairs et l'accompagnement, excepté sur le webinaire aujourd'hui, est absent. Je vous rejoins sur le plaidoyer à faire. Vous êtes de reconnaissance nationale, trois petits points, on compte sur vous. Donc, Mm. donc voilà.
Ouais, ouais, Altaïr en construction. Alors, l'ARS, elle, pareil, elle met toujours un peu vite les chevaux en route. Mm. Altaïr est en construction, justement, bénéficiera d'un soutien de l'Agence régionale de santé qu'on attend encore. Donc, voilà. Donc, ça va venir, ça va venir, ça va venir. D'accord. Alors peut-être une dernière question avant de clôturer ce webinaire. Alors là, c'est plus aussi un commentaire sur les freins, mais c'est que les données aussi qui sont disponibles sont souvent en anglais et les articles payants. Ouais. Et donc, Mm. est-ce que vous avez des outils, des sites qui permettent d'avoir accès à ces articles qui sont inaccessibles ou ben, malheureusement, il faut ben, voilà, les payer pour y accéder? Alors, progressivement, ces choses-là vont disparaître parce qu'on est vraiment dans une logique de rendre la science, je ne sais plus comment on appelle ça, enfin, la science citoyenne, que tout le monde puisse accéder. Alors, il y a un petit délai généralement qui est d'un an, mais maintenant, en tant que scientifique, chaque fois qu'on publie un papier, on doit le mettre sur HAL, voilà, science ouverte, science ouverte. On doit le mettre. Alors, c'est à nous de le mettre. Enfin, c'est toujours chronophage, donc des agendas de fou. Mais voilà, normalement, au bout d'un an après la publication, on peut mettre ces données-là. Puis, vraisemblablement, ça se fera automatiquement d'ici quelques années. Donc, ça, c'est pour l'avenir. Pour aujourd'hui, en effet, ça reste très compliqué. Moi, ce que je proposais toujours aux acteurs, notamment s'ils sont structurés en réseau, c'est de pouvoir, comme les universités, avoir un bouquet d'accès à certaines bases de référence. Ça peut être une, hein, Web of Science, ouais, il n'y a pas besoin d'avoir, vous ne faites pas des travaux de recherche, hein, donc ça peut être la base la plus généraliste. Ça se négocie en fait, notamment dans le cadre d'un réseau. C'est sûr que c'est pas une association, c'est très cher, hein, donc c'est pas une association qui va le faire. Mais peut-être ça peut se négocier, ça, dans le cadre d'un réseau, d'avoir accès à ces bases-là. Voilà. Ça, c'est pour l'accès. Après, sur la traduction dans l'anglais, bah, faut utiliser DeepL, qui aujourd'hui est très, 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 très performant. Il y a même, pareil, des DeepL Pro, bon, Oui, qui sont chers à l'échelle individuelle, mais à l'échelle d'une assoce ou d'un réseau d'assos, avec quelques licences. Les documentalistes, par exemple, si vous avez des documentalistes, elles peuvent avoir, voilà, elles pourraient s'organiser. Pour avoir un accès, c'est quand même aujourd'hui, c'est pas Google Traduction d'il y a 10 ans, quoi. C'est quand même très performant. Donc ça peut être ça. Même nous, on l'utilise hein, non pas pour lire l'anglais, parce qu'on est censé savoir lire l'anglais, mais pour écrire en anglais, en tirant des éléments de rapport et tout, on l'utilise. Hein. Après, il faut relire, évidemment, oui. mais ça vous donne une idée, en fait, de ce qu'il y a dans. Ça vous donne Oui, quand il y a, même il y a des outils, il solide y a de des faire un moyens à papier. disposition. Mm. D'accord. Alors, je regarde dans le chat s'il y a une dernière question, peut-être un dernier commentaire, pardon. Tac, tac, tac. Alors, il n'y en a pas. Ce que je peux vous proposer, c'est de clôturer bah, ce webinaire. Encore merci hein, pour toutes ces informations. Donc, pour rappel, ce webinaire sera disponible sur le site de la Coréade. Et aussi, donc j'en profite pour vous annoncer le prochain rendez-vous de la Coréade qui est déjà pris avec le docteur Menessier, qui est docteur donc en psychologie, qui est jeudi 21 mars 2024 sur le thème des addictions chez le sujet âgé. Et là aussi, les inscriptions sont ouvertes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et encore merci Madame Cambon et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.